En physique, lorsqu'on aborde le sujet des oscillations, il y a deux exemples simples qui reviennent très souvent, le système masse-ressort et le système pendule simple. Ce qui est bien avec ces deux exemples-là, c'est qu'ils sont très faciles à résoudre. On peut facilement obtenir une équation du mouvement à quelques approximations près. On comprend donc pourquoi ça peut être tentant lorsqu'un physicien tombe sur un jouet de ce type-là, de se dire que c'est un problème qui peut se réduire à un pendule simple, et que de ce fait c'est très simple à résoudre, voire que ce serait trivial. Par contre, lorsqu'on prend vraiment le temps d'observer l'objet, on réalise que c'est pas aussi simple que ça. Regardez bien. À partir d'un certain moment, on dirait que le pendule semble vouloir s'arrêter, du moins il ralentit, mais au lieu de cesser de complètement de bouger, sa tête retombe une fois de plus par en avant et le mouvement recommence comme si de rien n'était. En fait, ce qui est vraiment surprenant avec cet objet-là qu'on appelle l'oiseau buveur, c'est qu'en théorie, son mouvement va continuer pour toujours. Il s'arrêtera jamais. Et ça, c'est un peu dérangeant parce qu'en physique, il y a des lois qui empêchent ce genre de mouvement perpétuel-là. La principale, c'est en fait le principe de la conservation de l'énergie. L'énergie, en fait, c'est une quantité qui ne peut pas être détruite ni créée à partir de rien. Ça peut être transporté, ça peut être transformé, mais ça ne peut jamais apparaître ni disparaître. La raison pourquoi un pendule simple ne va pas continuer à bouger de manière infinie, c'est qu'à différents endroits dans son système, il y a des pertes d'énergie. Comme par exemple, il peut y avoir de la friction de l'air, qui fait qu'au fil du temps, il y a de l'énergie qui est perdue peu à peu. Et lorsqu'on résout les équations du mouvement d'un système, on peut prendre en compte de ces petits effets-là qui font perdre de l'énergie. Ça a différents effets, par exemple, ça peut faire modifier un petit peu la période des oscillations, mais ça reste que la conséquence principale qui en découle, c'est l'apparition de ce petit terme-là, ce petit terme exponentiel, qui lui va faire diminuer au fil du temps l'amplitude des oscillations. À première vue, l'oiseau buveur semble donc être impossible parce que c'est comme si dans son système il n'y avait aucune perte d'énergie, ce qui est complètement irréaliste. Est-ce qu'on peut déduire de ça qu'on vient de briser la physique puis il n'y a plus rien qui marchera jamais? Non, évidemment, il y a une solution. Elle n'est pas évidente à première vue, mais elle existe. En fait, le fonctionnement de l'oiseau buveur est tellement subtil qu'on raconte que la première fois qu'Einstein a vu l'objet, il n'a pas été capable d'expliquer son fonctionnement. Pour commencer, regardons comment c'est fait à l'intérieur. En gros, un oiseau buveur, c'est juste un long tube, et aux deux extrémités de ce tube-là, on a attaché des chambres sphériques. Une des chambres sphériques contient une protubérance qui représente en fait le bec de l'oiseau. On remplit partiellement l'intérieur de tout ça avec du liquide extrêmement volatile, du dichlorométhane. Ensuite, on met le tout sur un pivot, puis on le décore pour lui donner un peu l'apparence d'un oiseau. Pour ce qui est de le mettre en marche, c'est super simple. Il suffit de le mettre face à un verre d'eau à température pièce et de le pencher pour que son bec trempe un peu dans l'eau. Ensuite, on relâche et c'est parti. À partir de maintenant, j'imagine que plusieurs commencent à avoir des doutes sur comment ce drôle d'objet fonctionne. Du moins, j'imagine que la plupart d'entre vous se doutent bien que c'est pas de la magie derrière tout ça et que la physique n'est pas non plus brisée pour autant. En fait, les deux éléments clés pour comprendre comment ça fonctionne, c'est les deux liquides qui sont présents. Le dichlorométhane qui est à l'intérieur de l'oiseau, un liquide très volatile, et l'eau qui est dans le verre juste à côté de l'oiseau. Au départ, lorsqu'on trempe le bec de l'oiseau dans l'eau, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on l'enrobe d'une fine couche de particules d'eau. En gros, le bec est simplement mouillé. Initialement, ce détail-là n'a pas vraiment d'importance. Une fois relâché, l'oiseau va juste se mettre à osciller comme un pendule simple. Par contre, plus le temps passe, plus l'eau sur le bec va se mettre à s'évaporer. En d'autres mots, les particules d'eau sur le bec vont dérober de l'énergie autour d'eux pour ensuite s'échapper dans l'atmosphère. Ainsi, ça va avoir pour conséquence de faire diminuer la température à l'intérieur de la chambre qui est connectée au bec. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que le dichlorométhane étant une substance très volatile, il y a beaucoup de ces particules sous forme de vapeur qui se trouvent dans la chambre qui est connectée au bec. Avec la diminution de la température, ces particules-là vont se condenser à l'intérieur. Et ce phénomène, jumelé à la chute de la température, ne peut faire autrement que de diminuer la pression à l'intérieur de la chambre, ce qui est prédit par la loi des gaz parfaits. On obtient donc que la chambre connectée au bec a une pression inférieure que celle qui contient la grande majorité du dichlorométhane. Pour atteindre l'équilibre, le liquide va donc monter le long du tube vers la chambre supérieure. Comme vous l'aurez deviné, ce mouvement-là entraîne un déplacement du centre de masse. Ce dernier, qui était en dessous du point pivot, va désormais passer au-dessus du point pivot. La position d'équilibre stable est donc brisée et la tête de l'oiseau ne peut donc faire autrement que d'aller vers le bas sous la force de la gravité. Une fois tombé, on a que le liquide à l'intérieur se déplace et donc il y a une ouverture qui se crée entre le tube et la première chambre. On a que cette ouverture permet d'annuler la différence de pression et permet au liquide de retourner dans la chambre inférieure. À ce moment-là, on peut voir que notre système retrouve exactement sa configuration initiale, comme lorsqu'on avait forcé l'oiseau de tremper son bec dans l'eau au départ. Il peut donc recommencer son mouvement, et ce de manière perpétuelle. Et ce, sans contredire les lois de la physique, parce qu'on a que de l'énergie est fournie au système constamment à travers l'énergie thermique présente dans la pièce. Et voilà, c'était l'explication triviale d'un pendule pas si simple que ça.